Euh, merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. Alors tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Mélodie Leibi de m'avoir invité pour faire part de ce jury de thèse. Bon, je suis content du sujet aujourd'hui parce que c'est une occasion pour moi donc de revoir justement certains collègues, notamment Madame Raja Khmeri. Donc je ne sais pas, ça fait 2 ans qu'on s'est vu dans une thèse. Et en même temps, donc c'est une occasion pour moi de voir aussi mon professeur, c'est Aziz Amin, donc ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc je m'estime aujourd'hui content de voir cette opportunité justement pour siéger dans ce jury. Alors pour Essam Chenois, je crois que vous êtes trop fatigué, ça fait 3 heures que vous étiez debout. ça va se terminer, Inch'Allah. Je l'honneur d'être critiqué par des professeurs ayant un niveau important. D'accord. Donc très bien, donc je tiens à vous féliciter pour donc doublement, tout d'abord pour les efforts que vous avez déployés donc justement pour élaborer un manuscrit. Un manuscrit, je dois dire lourd, c'est pas en termes de masse, mais en termes de qualité et quantité de résultats. Et je tiens à vous féliciter aussi pour la qualité, si vous voulez, de votre présentation orale. Alors j'ai trop apprécié, elle est faite d'une manière synthétique et pédagogique, qui se détache complètement de la manière avec laquelle vous avez présenté vos résultats dans le manuscrit. Et ça, en général, c'est un art. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée, on va dire, vraiment aux expérimentateurs qui ont bien compris ce qu'ils ont fait dans la partie expérimentale. Donc c'est sûr, donc à travers le manuscrit, vous avez présenté un certain nombre de résultats importants. Donc les organiser sous forme d'une présentation orale, c'est très important pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle je tiens à vous féliciter doublement pour la qualité du rapport et pour la qualité de la présentation orale. Mais ça n'empêche pas d'interagir avec vous, et je commence par la page de garde. Alors notamment le titre, donc vous présentez un titre, je dois dire, relativement lourd, long, et il ne reflète pas, si vous voulez, les mots-clés. Les mots-clés, donc vous avez 2 mots-clés importants. Le premier, la pyrolyse, deuxièmement, l'absorption, qui ne figure pas dans votre... donc je ne sais pas si vous avez la possibilité de modifier un petit peu, si ça ne pose pas des problèmes au niveau administratif. Donc regardez si vous avez la possibilité de modifier le titre en essayant d'introduire donc ces 2 mots-clés, c'est très important. Voilà. Je suis ouvert à la suggestion pour... Ouais, mais en même temps, je dis ça dépend des procédures administratives. Et deuxièmement, donc vous dites traitement des eaux usées. Vous n'avez pas fait de traitement des eaux usées, vous avez travaillé plutôt sur des standards, sur des matrices que vous connaissez. Pour moi, vous dites directement des solutions ou des milieux à que de dire traitement des eaux usées, parce que par abus de langage, vous dites eaux usées, je rentre dedans et je ne vois pas des eaux usées. Donc je ne sais pas, essayez de rectifier un petit peu. L'objectif principal, c'était de déterminer les capacités d'absorption de ces matières, c'est-à-dire la capacité maximale de combien absorber. Oui, je sais, mais ce ne sont pas des applications sur des eaux usées, voilà. Voilà, ça d'une part. Alors d'autre part, alors c'est vrai que vous avez présenté à peu près 378 références. Ce sont des références, je dois dire, où là, une bibliographie actualisée, ça c'est très important.
Donc j'imagine que vous avez lu les 378 publications bien références. Ça dépend. L'essentiel, voilà. Alors, une petite recommandation, je vous demande d'ajouter un petit peu, une liste d'abréviations, c'est très important. Aussi, vous devez commencer la pagination à partir de l'introduction et non pas à partir du sommaire. Donc ça, ce sont des remarques de forme. Après, oui, pas de problème. Voilà. Bon, alors je vous demande d'aller à la page 129, s'il vous plaît. « 129, donc vous présentez une figure, bon, vous avez le A et le B, donc ce qui m'intéresse moi c'est la figure B. Si on fait une comparaison des capacités d'absorption du violet de méthyle avec le bleu de méthylène, on remarque que les capacités de VM supérieures à celles de BM. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi est due cette différence? Il est lié à quoi? Il est lié à la solubilité, parce que la solubilité du VM est inférieure à la solubilité du VM, donc l'UBM s'attache plus au milieu aqueux, tandis que le VM qui a sa solubilité 10 fois plus inférieure au VM, il préfère migrer vers la surface pour s'attacher. Alors j'ai lu cette interprétation, mais je ne suis pas d'accord avec vous, parce que normalement vous travaillez avec des solubilités qui sont solubles. Donc, il n'est pas lié au problème de solubilité, il est lié à autre chose. Je ne sais pas. Donc, l'interprétation que vous avez écrite, peut-être qu'il faut la revoir. Alors, toujours dans la même figure. Alors, à pH 9, donc juste après le pH 9, pour le VM, vous avez noté une diminution de la capacité d'absorption. Pourquoi cette diminution à ce pH 9? Vous regardez la figure comme ça. Peut-être qu'il est lié à l'attachement des ions oxydes à la concentration du substrat VM. On a trouvé, on a ajouté, mais pour l'interpréter. Voilà. Je n'ai pas trouvé la bonne réponse. Donc peut-être que c'est un point aberrant. Page 129. Alors pourquoi, au-delà du pH 9, la capacité d'absorption de VM diminue? Voilà. Ce que je crains, c'est que c'est un point aberrant. Donc il fallait peut-être répondre à l'expérience. Donc vous avez fait combien d'essais? Plus de 3 essais. Plus de 3 essais, toujours c'est la même valeur. Ouais. Alors une deuxième question, toujours sur la même figure. Vous ne présentez pas le volume avec lequel vous avez travaillé, le volume de la solution. Donc j'imagine que les expériences, toutes les expériences sont réalisées en mode statique. Donc vous avez utilisé un certain volume. Vous ne le précisez pas ici. C'était 100 millilitres. 100 millilitres. Bon, j'aimerais bien vous rajouter les conditions de la figure. Alors je vous demande d'aller à la page 134. Alors sur cette page, vous présentez un tableau 3.8. Donc c'est un tableau, à vrai dire, qui compare en fait les capacités d'absorption de certaines biomasses pour le bleu de méthylène ou le violet de méthyle. Mais j'aurais aimé faire cette comparaison uniquement pour les substrats que vous avez utilisés, avec des procédés de préparation différents, justement pour valoriser ce que vous avez trouvé, pour que la comparaison soit juste. Voilà. Alors, page 135.
Alors, qu'est-ce que je... 135. Ah oui, oui. Alors, les figures 3 à 21. Ben, ce qui m'a intrigué ici, c'est la concentration de bleu de méthylène. 914. La concentration avec laquelle vous avez travaillé, 914. Oui, oui, milligrammes par litre, mais ce 914. Pourquoi 914? Normalement, les tests d'absorption sont basés sur des mesures. Sur des choix de concentration. Sur l'élimination totale des substrats, donc on arrive bien à mesurer. C'est pourquoi on utilise des fois des concentrations importantes pour atteindre la capacité d'absorption maximale du tas, et d'autre part pour mesurer, pour trouver assez de temps résiduel afin d'évaluer la capacité d'absorption des aliments. J'espère que... Non. Mais je ne sais pas. Pourquoi c'est important? Non, ma question, pourquoi le 914? Vous aurez dû choisir 1000 mg par litre et puis vous continuez. Voilà, donc ce qui m'a intrigué, c'est cette concentration de 900, et en plus de ça, c'est le 14 qui me gêne dans... Au début, c'est-à-dire cette manipulation, je l'ai fait pendant ma première année de doctorat. Ouais. Juste après avoir accédé au parcours doctoral. Donc, j'ai pris la bouteille, il y a le flacon de méthylène. J'ai essayé de faire une concentration de 1 g par litre. Après, je me suis rendu, ou bien, je ne me rappelle pas de la concentration exacte, mais après, je me suis rendu compte que le bleu de méthylène est hexahydrate. Après, j'ai refait les calculs pour déterminer la concentration exacte avec laquelle j'ai travaillé. Ils se défendent. D'accord. C'est simple, donc vous pouvez aller sur la page 137. Alors évitez de faire des va-et-vient comme ça, vous ne fatiguez pas plus. Hein. Tu gères le stress quand vous vous déplacez. Page 137, tableau 3.9. Donc, ça se voit que l'absorption des deux colorants, ça s'effectue selon deux cinétiques différentes. Alors, si je vous pose une question, si vous avez les deux colorants dans une même solution, voilà, il y a une compétition, lequel des deux il va s'absorber? Ou bien, je formule la question autrement, est-ce qu'à travers la cinétique que vous avez présentée, vous pouvez prédire quel est le colorant qui va s'absorber en premier? On a déjà fait ces essais, on les a présentés sur notre machine, sur Green Production. On a trouvé que le biométhyle s'absorbe mieux sur la surface, et toujours c'est d'être lié à la cellule. Plutôt à la structure de la molécule. Lié à la structure de la molécule de la formation. Bien. Alors, sur la page 143 CSM, alors vous présentez deux spectres infrarouges. Alors, vous apportez une interprétation et vous dites que le mécanisme d'absorption repose sur la liaison ou bien sur l'établissement des liaisons PEPI. Est-ce que c'est le seul mécanisme? Non, il y a plusieurs. Premièrement, on a déterminé que nos molécules ont été attachées à la surface par des interactions identiques. Donc, deux liaisons. Que ces liaisons font en même temps des liaisons lipides, des liaisons hydrogènes, il y a des lipides, des electrostachiques. Il y a plusieurs probabilités de mécanismes. Mais j'ai parlé juste les interactions probables. Avec différentes combinaisons, soit lipides, soit pipi, ou je sais pas. Alors pour moi, je réponds à votre place et je dis directement que les trois mécanismes d'absorption sont les trois mécanismes. Alors les interactions électrostatiques, ça c'est facile à mettre en évidence, donc à cause grâce au pH 0 point charge et la nature du colorant. Deuxièmement, vous êtes réussi à faire apparaître la liaison hydrogène après absorption.
Donc c'est un mécanisme qui peut exister aussi. Mais ce qui m'intrigue, c'est le troisième mécanisme, la liaison pi-pi. Est-ce que vraiment vous avez ce mécanisme? Est-ce que ce mécanisme intervient dans le phénomène d'absorption? Au niveau des substrats, il y a des armes à la machine, des benzènes. Sur la surface, il y a des benzènes, c'est-à-dire la structure intégrale du carbone est formée de plusieurs cycles de benzène. Donc c'est pourquoi on a trouvé des interactions pi-pi entre les substrats à la surface. Je suppose, peut-être. Oui, peut-être. Bien. Alors donc sur la page 160, alors là ici il y a une petite confusion. Donc vous faites, est-ce que vous faites un dopage, est-ce que vous faites une activation, est-ce que vous faites une fonctionnalisation? Merci beaucoup parce que vous avez donné la bonne remarque. C'est la vérité. Au début de ma tête, j'avais vraiment un trou entre la... Non, vous préférez quoi? Les trois termes. Essayez d'analyser. Voilà. Au début, je n'ai pas fait de littérature. J'ai commencé directement à la manipulation. C'est pourquoi j'ai commencé par appeler tous les matériaux, bien tous les processus utilisés dans l'activation, bien sont des processus d'activation. Après, au fur et à mesure, avec la lecture des articles, etc., j'ai trouvé qu'il s'agit d'un dopage et pas d'une fonctionnalisation ou bien activation. Parce que le terme fonctionnalisation, ce terme, il ne va pas plaire les organiciens. Donc fonctionnalisation, ça veut dire une molécule, vous la fonctionnalisez et vous obtenez une autre molécule. Donc c'est la raison pour laquelle je me réserve sur le terme fonctionnalisation. Et puis après, les études d'absorption, on est tous bien d'accord que c'est une activation. Alors, je rebondis sur la question peut-être de C. Youssef. Le choix de ces trois agents activants, il est basé sur quoi? Donc, vous avez utilisé le H3PO4, le ZnCl2 et le NaOH. Il est basé sur leur utilisation dans les processus d'activation. J'ai vu que la plupart des activants utilisés ont été l'H3PO4, la NaOH et les NCL2 et ont donné dans différents processus différents résultats. C'est-à-dire, par exemple, dans des études, on montré que l'activation avec H3PO4 permet d'absorber mieux les molécules cationiques, les substrats cationiques. J'ai trouvé pas mal de choses. À partir de là, j'ai essayé d'essayer. Alors, je vais vous dire le choix de H3PO4 et ZnCl2, au moins un de les deux. Alors, le premier, c'est un acide protonique. C'est un acide protonique. Le deuxième, c'est un acide de Lewis. Donc, peut-être, au moins, avec ces deux, vous pouvez me dire, nous avons, si vous voulez, comparer l'effet d'un acide protonique avec l'effet d'un acide de Lewis. Et vous aurez dû faire ça aussi pour la base. Donc vous avez utilisé le NaOH, c'est une base de Bronsted, ou la protonique aussi, et peut-être utiliser l'ammoniac comme une base de Lewis. D'accord? Et faire une comparaison et dire à la fin quel est qui marche le mieux. Est-ce que c'est un acide protonique ou là un acide de Lewis? Voilà. Alors, page 167. Si Youssef, je me suis amusé hier à faire un petit calcul. D'accord? Donc, je fais allusion au tableau 4-5. Donc, c'est surtout pour le paracétamol. 167. Page 167. 167, j'ai ici
Voilà un tableau, c'est celui-là, voilà, 160. Les paramètres thermodynamiques. Voilà les paramètres. Alors tableau 4, 5. Delta G, delta H, delta Voilà, S. les paramètres thermodynamiques. Alors j'ai fait le calcul, ou là j'ai refait le calcul pour le paracétamol. Alors pour le delta G0, vous notez moins 0,611. Et quand je fais moi le calcul en utilisant la loi de Gibbs, d'accord, je trouve moins 0,442. Et il y a un décalage, ou là, il y a un écart. Donc le delta G0, vous l'avez calculé, on va dire, expérimentalement, mais le calcul, ça a montré qu'il y a un décalage. Il est lié à quoi? Mais c'est un décalage important. Un écart, pardon. Un écart. C'est un écart important. Donc peut-être, je vous demande ça, si vous voulez, à tête reposée, de refaire le calcul. Allez-y. Parce qu'il y a deux méthodes pour calculer delta G. Il y a delta G égale à moins F delta. Il y a delta G, delta H égale à delta G moins T delta S. Et delta G égale à delta H égale à delta G moins T delta S, on obtient théoriquement à partir de la droite de 20 ans. Et celle que j'ai retenue, ou bien celle que j'ai calculée, c'était à partir de la constante de partage, c'est-à-dire moins Ft, N de K, et K est égal. Tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Et ce qui m'intrigue, moi, c'est la différence entre la valeur de delta G0 calculée avec la loi de Van 't Hoff et l'autre relation. Il y a un écart, mais quand même, vous devez avoir, si vous voulez, en moins des valeurs qui sont, on va dire, comparables. Mais quand même, quand vous faites la différence, c'est une différence assez notable. Voilà. Bien. Alors, parmi les adsorbants, tous les adsorbants que vous avez utilisés, lequel qui vous attire le mieux? Le composite. Le composite, vous avez deux. Le composite carbone-aluminium et carbone-oxydation parce que étant donné de leur sensibilité, de leur capacité d'absorption. Ah, ils donnent une meilleure capacité d'absorption. L'insertion institut, c'est de développer la capacité d'absorption et la sensibilité. Vis-à-vis de quel type d'adsorbant? Des colorants. Des colorants. L'aluminium, il va être attiré parce qu'à cause de l'oxygène, il va être attiré par les cations. D'accord. Donc, deux dernières questions. Bon, il faut penser après à faire les tests que vous avez sur des matrices, on va dire, réelles, parce que le standard, ça ne reflète pas la réalité. Et deuxièmement, est-ce que votre procédé, vous estimez le développer à l'échelle pilote pour le traitement des eaux? Est-ce que ça vaut le coup? Ou bien d'une autre façon, est-ce que vous avez estimé le coût de ce procédé? Je n'ai pas fait une étude économique. Mais c'est sûr, ça va être un coût très élevé. Donc après, ça reste. Est-ce que c'est intéressant de point de vue industriel ou non? Donc c'est M. Hleibi, donc il va négocier ça après. Bon. J'ai bien point très important, même mon l'anglais, que ce projet a été pris parmi les 5 meilleurs projets dans le monde conçus par LCG. C'est-à-dire, elle fait un challenge en 2020, ont été sélectionnés parmi les 5 meilleurs dans le monde. D'accord. Dans le monde, si vous avez raté une occasion là pour les appels au projet multithématique là. On a raté juste à cause d'une mauvaise connexion ici. Hein. Bah. On était invité normalement pour participer en Allemagne. Et après, il y avait le Covid, etc. La communauté a décidé de reporter jusqu'à ils ont décidé de faire les choses en ligne et on avait une mauvaise connexion et on fait. Bah écoute, c'est Essam, donc je vous conseille de maintenir cette énergie. Donc vous avez fait un travail très important
les résultats de qualité et de quantité. Je vous félicite encore une autre fois et je vous souhaite un bon avenir aussi professionnel que personnel. Merci, je vous rends la parole, Monsieur le Président.